Confluent, avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine Égaud. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Confluent, l'émission qui donne la parole aux premiers peuples et à leurs alliés. Cette semaine, nous discutons avec Daphné Poirier, autrice d'un essai au titre percutant « Pourquoi je ne suis pas une Indienne », un livre paru chez Éco-Société en juin 2022. Daphné Poirier propose ici un livre savant et intimiste qui tient à la fois de la vulgarisation et du témoignage. Un ouvrage sur l'identité et sa transmission, sur une histoire familiale qui éclaire une part de notre histoire collective. Détentrice d'un doctorat en sociologie de l'Université du Québec à Montréal, Daphné Poirier habite Sutton, en territoire traditionnel abénaki. Pourquoi je ne suis pas une Indienne est son premier essai. À l'université, Daphné Poirier était une étudiante militante. Elle est ensuite devenue consultante en développement social et communautaire pour diverses municipalités et a enseigné au niveau collégial. Ayant à cœur l'engagement communautaire et la participation citoyenne, elle est aujourd'hui directrice par intérim du Centre d'action bénévole de Sutton. Écoutons Daphné Poirier, autrice de l'essai « Pourquoi je ne suis pas une Indienne » au micro de Mathieu Lavigne. Daphné Poirier, bonjour. Oui, bonjour. Alors Daphné, vous avez fait paraître en juin dernier un ouvrage au titre qui frappe, disons-le, « Pourquoi je ne suis pas une Indienne ». Alors, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas une Indienne, justement, et surtout, pourquoi y aller de cette affirmation? En fait, le titre de mon ouvrage m'a été donné par un ami qui est très bon dans les titres percutants, je dirais. Je veux vraiment pas m'attribuer cette habilité, disons. Mais pourquoi je ne suis pas une Indienne? Bien évidemment, comme je le dis, une réponse simple, c'est de dire que selon la loi sur les Indiens, j'explique, tu sais, dans mon livre un peu ce pourquoi, selon la loi sur les Indiens, je ne suis pas une Indienne. Puis Indienne, on l'aura compris avec un I majuscule. Mm-hmm. Mais par-delà un statut juridique, parce que c'est de ça dont il s'agit. Puis évidemment que si on parle, qu'on circonscrit ce terme-là à la loi sur les Indiens, bien évidemment, c'est dans un contexte donné, dans une histoire donnée. Donc, évidemment que très rapidement, j'explique dans mon livre que c'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus qu'un statut. Mm-hmm. Et puis là, j'explique, tu sais, à travers, oui, quelques histoires familiales, ce pourquoi un statut juridique, pour moi, n'est pas suffisant. Il faut avoir toute cette perspective d'une contact à une culture, à un monde, à vraiment une langue, à des histoires, à un ancrage territorial. Donc, en fait, j'explique un peu par écrit pourquoi, en fait, être ou ne pas être une Indienne se réfère plus largement que juste un simple statut juridique. Oui. Pour moi, en tout cas. Mm-hmm. Et vous évoquez votre héritage familial. Tu sais, on va plonger dans cet élément-là parce qu'il est fascinant. Puis je pense que ça aide aussi à comprendre votre démarche. Donc, Daphné Poirier, vous nous racontez que votre grand-père maternel était assez, disons, frileux à l'idée de dévoiler l'identité autochtone de son épouse, donc de votre grand-mère. Une gêne, sinon une honte, qui a eu pour conséquence d'oblitérer, ou en quelque sorte de rompre la transmission d'un large pan de votre héritage familial. On parle souvent de réconciliation entre les peuples, mais est-ce que vous diriez que dans votre ouvrage, vous nous donnez accès peut-être à un travail de réconciliation familiale également? C'est une question très intéressante parce qu'au départ, c'était pas du tout ça l'objectif de l'écriture de mon livre. C'est-à-dire que oui, j'étais prise, disons, dans mon histoire familiale entre ma mère qui nous a toujours dit qu'on avait des
une ascendance abénakise. Mhm. Puis, elle présentait différentes anecdotes que je présente dans l'essai. Il y avait ça qui était super important. Puis, il y avait mon grand-père, Daddy, que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours, que je porte vraiment est très cher dans mon cœur. Daddy qui disait ben oui, mais là, votre grand-mère, là, c'est pas une sauvage. Puis, donc là, il était pris là-dedans, mon grand-père. Puis là, ben, lorsque j'ai décidé de mettre, disons qu'au point de départ, j'étais un petit peu dans des affects au départ, au tout début de l'écriture de mon livre. Puis, en fait, l'écriture m'a permis de mettre les affects sur papier, puis de prendre une distance, puis de dire, bon, ben, j'explique pourquoi sociologiquement, justement, mon grand-père avait cette posture-là. Mhm. Puis une posture que, comme je le raconte dans mon livre, hein, c'était pas exceptionnel comme posture. C'était tout à fait normal. Il incarnait un acteur social. Il était vraiment dans son temps, de par l'histoire, de par ce que le Québec porte en termes de rapport aux Premières Nations, bien, il incarnait tout à fait sa place en termes d'acteur social, je dirais. Pour moi, c'est une manière oui, peut-être que c'est ma manière de me réconcilier avec cette espèce de surprise à un certain moment donné, parce que, tu sais, je dis, on a contribué, ma fratrie et moi, à reproduire cet état de fait, c'est-à-dire que ce soit un peu, pas nécessairement tabou dans la famille, mais qu'on en parle peu, ou du moins de pas davantage creuser cette avenue-là, tu sais. Mhm. Puis, pour moi, c'était à un certain moment donné, tu te dis pourquoi on ne l'a pas fait ou pourquoi on l'a fait, puis on tente d'expliquer un peu le contexte familial, le contexte social. L'écriture de mon livre, à un certain moment donné, j'ai été confrontée à l'idée de dire, bon, d'accord, c'est une histoire, je rapporte des histoires, une histoire familiale, mais il fallait pour moi que ce soit pertinent pour autrui, cette démarche-là. Oui. Par-delà ma démarche bien personnelle et individuelle. Donc, pour moi, ça, c'était très, très important, cette pertinence-là, davantage sociale. Donc, votre démarche personnelle, puis cette réflexion sur l'héritage familial, ben, ça a été le lieu, en fait, je vous pose la question, est-ce que ça a été le lieu pour vous d'une réflexion ensuite plus collective, dans le fond, du personnel, de l'intime, vous passez à une réflexion sur le groupe, sur le collectif, sur notre propre rapport, justement, peut-être à une certaine autochtonie, dans le fond, là. Oui, bien, c'est ce rapport à l'autochtonie que je qualifie à un certain moment donné dans mon essai, que je dis que, on a un rapport, disons, anormal à l'autochtonie, c'est-à-dire que ça doit faire partie de nous, mais en même temps, à certains égards, on est très distant par rapport à cette autochtonie-là. Pour moi, c'était important de mettre en lumière un peu, c'est ça, toutes les certains faits sociologiques, de certains faits sociaux qui ont cours dans la société pour démontrer un peu cette idée qu'on a un rapport anormal, c'est-à-dire soit qu'on est, on entretient, tu sais, un rapport d'omnibulation à l'égard des Premières Nations, ou bien ben, on est un peu dans un rapport où on les ostracise, où on les confine dans des lieux géographiques bien précis, des lieux dans lesquels ils sont aux prises avec des problèmes sociaux quand même importants, ça il faut le souligner aussi. Et là, je ne veux pas généraliser, mais il faut quand même le mentionner. Et je reviens un peu aussi à l'héritage familial. Je crois que c'est votre mère et un de vos oncles qui ont décidé de demander la reconnaissance là, d'un statut autochtone, d'un statut, je ne sais pas si c'était le statut d'Indien au sens de la loi sur les Indiens. Est-ce que vous en avez parlé avec eux de cette démarche-là, du pourquoi ils avaient décidé d'y aller d'une démarche de reconnaissance comme ça?
J'en ai parlé avec ma mère. Mhm. J'en ai pas parlé avec mon oncle. Maintenant, mon oncle est décédé. Mon oncle a eu le statut officiellement. Maman, elle a eu, c'est une carte de métis. Ah De oui. métis. Mhm. Donc, déjà là, tu sais, il y a une différence Oui, entre les deux. tout à fait. Ben, si on parle au sens juridique, bien entendu. Mhm. Donc, ben, maman, c'est uniquement par fierté. Une fierté d'appartenir à une Première Nation. Elle ne tire aucun avantage de ça, Mhm. du tout, du tout. Mais pour elle, c'est disons, une identité très positive. Donc, puis je trouve ça tout à fait légitime, tu sais, d'avoir cette perspective-là Mhm. sur sa propre identité. Mais pour elle, c'était très, très important. Mhm. Mm. Et du côté de votre grand-mère maternelle, donc qui était à Benakis, est-ce que vous croyez qu'elle vous a, même si cet héritage-là était, disons, peu nommé, est-ce que vous croyez qu'il y a des éléments qui ont été transmis néanmoins et qui relèvent d'un savoir à Benaki ou de la cosmogonie à Benakis, du rapport au monde à Benaki? Ben, elle me parlait beaucoup du foin d'odeur, de Mm. la vannerie, de tous les petits fruits. Ma grand-mère, c'était une amoureuse des petits fruits. Donc, c'était une grande jardinière. Donc, à posteriori, Mhm. c'est-à-dire avec la distance, tu sais, je peux constater qu'elle me laissait un peu elle me mettait au contact de ces petites choses du quotidien qui pour moi, sont à la fois, tu sais, qui doivent faire partie de nous, qu'on soit Première Nation ou pas, Mhm. mais qui sont clairement des héritages des Premières Nations, je crois bien, tu sais. Mhm. Donc, toute cette manière, mais d'habiter au quotidien le territoire, très certainement, m'a sensibilisée à ces petites choses-là. Dans votre ouvrage, vous évoquez, en fait, vous affirmez que collectivement, on avance peut-être maladroitement sur le chemin de la réconciliation. J'ai trouvé ça très juste et je me suis dit, mais est-ce que la maladresse n'est pas, en quelque sorte, le propre de toute démarche de rencontre, de dialogue, de rapprochement entre les êtres, entre les cultures? Est-ce qu'il ne faut pas aussi collectivement assumer cette maladresse-là, ces erreurs possibles, afin de ne pas se murer dans l'inaction, par peur de se tromper en quelque sorte? Je trouve ça intéressant, cette idée de maladresse, évidemment, puis moi, je n'ai pas été épargnée par cette maladresse. Je dois dire que j'écris cet essai-là en marchant sur des œufs, évidemment, Mhm. à toutes les étapes. L'idée, c'est d'apprivoiser, hein, d'apprivoiser une situation, c'est d'apprivoiser l'autre, c'est de connaître. Donc, évidemment, le cheminement sur le chemin de la connaissance, hein, parfois, on fait des va-et-vient, tu sais, Mhm. on Mhm. avance Ah oui. dans le processus de connaissance, mais on fait peut-être un pas de recul, on avance, OK, 2 pas de recul. Tu sais, c'est le processus de connaissance, là. Donc, évidemment qu'il faut être prudent. Il faut être prudent, mais en même temps, oui, en effet, il ne faut pas être figé parce qu'on aurait peur, par exemple, de se faire dire qu'on fait de l'appropriation culturelle, Mhm. par Mhm. exemple. Ou que, donc tu sais, c'est de trouver la manière, disons, adéquate de le faire. Mais je pense que c'est vraiment en s'intéressant à l'autre que c'est possible. Puis de vraiment, tu sais, dire, bon, ben on va y aller doucement. Mais comme je le dis dans mon essai, le temps, c'est important de Mhm. prendre le temps, mais en même temps, ça peut être un luxe aussi. Et comment ça peut être un luxe? Bien, de prendre le temps de faire les choses, de bien faire les choses, mais en même temps, on voit que notre société, hein, il y a certains ouvrages, on parle d'accélération, Ah oui. Mhm. de temps qui est rapide, tu sais. Mhm. Puis, on a parfois des obligations, tu sais, qui vraiment qui nous incitent à aller rapidement. Dans mon essai, entre autres, je réfléchis sur cette idée que, ben, si on parle d'identité ou de revendication d'une identité ou bien de dire, OK, où est-ce que je me situe sur le plan identitaire, mais c'est aussi quelque chose qui prend du temps, Mhm. la construction identitaire, parce que c'est une construction qui fait, c'est de quelle manière je me présente à autrui, mais de quelle manière aussi autrui me reçoit. Puis c'est un peu
disons, la réunion de ces deux regards-là qui constituent l'identité d'un individu. Mais pour ça, ça prend du temps. Ça prend, tu sais, par exemple, très concrètement, souvent, mon conjoint va me dire, bon, mais Daphné, mais vas-y, va à la rencontre des Abénaquis, là. Tu sais, tu t'interroges sur une question. Mais moi, je réponds, oui, mais de quel droit je vais faire ça? C'est-à-dire, je ne peux pas arriver du jour au lendemain, sortir comme d'un chapeau, puis dire, coucou, je suis Daphné, je me revendique, tu sais, j'ai une ascendance abénakise. Je me dis qu'il faut que j'apporte quelque chose, tu sais, parce que dans la reconnaissance, entre autres, culturelle ou dans la reconnaissance de l'appartenance à une Première Nation, pour moi, c'est important d'être reconnu aussi par la Première Nation de laquelle on se revendique. C'est-à-dire de faire partie de cette Première Nation-là. Donc, c'est pour ça que le statut juridique, à mon avis, n'est pas suffisant. C'est sur papier, mais après ça, il faut être au contact de la communauté, il faut le vivre. Puis là, ben le vivre, ça se fait de différentes façons, mais il faut vraiment trouver une manière qui soit appropriée et non artificielle de le vivre, justement. Et votre héritage familial, bon, vous l'évoquez, il est lié à la nation des Abénaquis, donc présent sur le territoire aujourd'hui appelé le Québec, là, donc présent à Odanak, à Olinac. Est-ce que vous avez eu des échos de la part de membres de cette Première Nation quant à la publication de votre ouvrage, quant à votre démarche, à vos questionnements? Très certainement qu'il y a eu des échos, mais c'est pas venu encore à mes oreilles. Et puis là, j'ai un trac fou, évidemment, je dois vous dire. Je dois le dire très, très humblement. Là. J'ai vraiment un trac fou parce qu'à toutes les fois, je me dis, oui, c'est ça. De quelle manière c'est reçu, de quelle manière ça va être lu, de quelle manière ça va être interprété. Tu sais, ce que vous disiez tantôt, là, cette maladresse-là, ben j'espère que j'ai pas fait trop de grosses maladresses, justement, en tendant cette main-là. Mais en même temps, je voudrais pas non plus, comment dire, j'ai pas non plus l'attente ultime, c'est pas qu'il y ait une réaction aussi, là. Je veux dire, je voudrais pas non plus imposer ma démarche ou imposer, c'est ça, ma démarche à quiconque, là. Donc, il y a ça aussi, cette ambivalence-là. Et Daphné Poirier, la question environnementale est bien présente dans vos préoccupations. On le sent bien au fil des pages là, de votre ouvrage intitulé « Pourquoi je ne suis pas une Indienne ». Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que la réconciliation avec la Terre et la réconciliation avec les Premières Nations sont une seule et même chose, que ça relève de la même prise de conscience? Ben, en fait, ce que je dis, c'est que oui, les Premières Nations, ils ont beaucoup à nous apprendre. Ils ont beaucoup à nous apprendre, si ce n'est que cette idée de base que nous faisons partie de la nature. Tu sais, nous formons un tout avec la nature, que l'humain n'est pas distant ou coupé de la nature. Je trouve qu'on a souvent oublié ça, d'une part. Puis c'est entre autres cette idée de cosmovision auquel je réfère dans mon ouvrage. Mais c'est sûr que dans le cadre, dans le contexte très précis de la crise climatique dans lequel nous sommes actuellement, c'est hyper important. C'est hyper important de se rappeler ça, puis de constater que nous devons, puis il y a plusieurs, disons, initiatives qui le font là, de plus en plus, là, ou plusieurs initiatives justement où les Premières Nations, avec les Blancs, avec les autres, les membres de d'autres origines, travaillent main dans la main justement pour trouver des manières d'habiter le territoire sans que, en tout cas, trop accélérer, disons, les effets délétères justement de la crise climatique qui est déjà enclenchée.
Dans votre ouvrage, vous avez, Daphné Poirier, produit un chapitre, en fait, qui porte sur les powwows. Donc, je rappelle, là, ces grands rassemblements autochtones qui ont une dimension sacrée, hein, je pense qu'il faut le souligner. Et les powwows sont de plus en plus appréciés, bon, au sein des communautés autochtones, oui, mais aussi du côté non autochtone. Est-ce que vous avez l'impression, Daphné, que les powwows sont parfois présentés comme de simples attraits touristiques ou est-ce que vous croyez qu'ils risquent de perdre un peu leur dimension sacrée? Mais en fait, ce serait une crainte, en fait, que j'ai à l'égard des powwows, parce que c'est quelque chose, oui, en effet, de très festif, de très rassembleur, c'est magnifique. Puis, mais justement, il ne faut pas oublier, par-delà tout l'aspect festif, tout l'aspect aussi de sacré, de guérison que peuvent apporter les powwows. Donc, oui, en effet, je ne voudrais pas que ça devienne quelque chose d'artificiel, que ce soit reçu parce qu'il y a comment un événement se présente, se donne à voir, puis de quelle manière l'événement est reçu et perçu. Donc, il ne faudrait pas que ça devienne quelque chose d'artificiel ou, tu sais, que ça devienne juste, oui, un aspect de curiosité, ça peut être correct, mais que ça devienne trop un spectacle ou une curiosité qui devient un peu cliché ou folklorique, tu sais, qu'il y a une espèce de folklorisation des powwows qui se fait, puis que finalement, on perd un peu toutes les dimensions sacrées qui sont liées à ces manifestations-là. Parce qu'il y a des choses intenses qui se vivent dans les powwows. Il y a des gens qui racontent avoir vraiment vécu des expériences spirituelles. Alors, de le ramener à une simple performance ou à quelque chose de très coloré, ou ça perd un peu sa dimension transcendante, en quelque sorte. Oui. En effet. Et Daphné, la tortue est bien présente en page couverture de votre ouvrage et l'image de la tortue revient au fil de votre essai aussi. On le sait, hein, la tortue a une résonance forte pour plusieurs peuples autochtones, mais en quoi est-ce qu'elle a une portée symbolique pour vous? En fait, c'est la terre-mère sacrée, là. Elle incarne là, vraiment, c'est un symbole de sagesse et de persévérance. Pour moi, la tortue, c'est justement cette idée de cheminer tranquillement, mais avec assurance vers la réconciliation sur le chemin de la connaissance. Donc, pour moi, ça incarnait ça aussi. L'illustration aussi de la page couverture, tu sais, les tortues de tête bêche, pour moi, ça représentait aussi, sur le plan symbolique, un peu mes tergiversations, mes questionnements. Le sans-dessus, sans-dessous, c'est-à-dire cette idée, tu sais, de vraiment de prendre les questions. En fait, je pose davantage de questions que j'apporte de réponses, évidemment. Donc, c'est cette idée de vraiment de sans-dessus, sans-dessous, justement, de regarder les perspectives puis de les mettre ensemble, mais toujours sur l'ordre du questionnement puis de l'incertitude, mais en même temps de cheminer tranquillement sur, justement, la connaissance, oui. Oui. J'ai le goût de vous demander, Daphné Poirier, si quelqu'un, par exemple, vous rencontrez une personne et elle vous demande, Daphné Poirier, qui êtes-vous? Comment est-ce que vous répondriez aujourd'hui, là, le 24 octobre 2022? Oh mon Dieu, c'est qui je suis. Évidemment que je suis très consciente de mon statut de blanche privilégiée, quand même. J'ai un emploi, tu sais, je veux dire, ça c'est très important quand même de le souligner, tu sais. Puis je sais que les questionnements que je pose dans le livre, oui, j'ai des questionnements identitaires qui sont liés à l'histoire de ma famille, mais je suis tout à fait au fait que il y a des problèmes sociaux dont sont aux prises certains autres individus qui sont beaucoup plus importants et beaucoup plus majeurs que mes questionnements à moi. Mais sur le plan identitaire, je suis quelqu'un qui, en lien à mon livre, en fait, à pourquoi je ne suis pas une Indienne,
Au moment où on se parle, évidemment, je suis loin de cette étape où je pourrais dire je suis une personne qui peut revendiquer son appartenance à la Première Nation des Abénaquis. Donc, c'est sûr que je suis loin du compte, mais je pourrais dire que je suis en processus mon questionnement n'est pas terminé, évidemment. Je continue par exemple, au Salon du livre de Sherbrooke, j'ai eu l'occasion de partager au sein de table ronde vraiment des discussions vraiment intéressantes. J'ai constaté, par exemple, que sur le plan identitaire ou en tout cas sur le plan juste d'habiter le territoire sur lequel nous sommes en ce moment, pour vraiment bien le connaître, j'ai appris que ce serait bien que j'apprenne la langue des Abénaquis. Je sais que c'est une langue peu parlée, mais en tout cas, ou en tout cas apprendre une langue des Premières Nations pour vraiment bien connaître le territoire. Donc, la connaissance du territoire qui nous entoure doit passer par la langue, puis les langues des Premières Nations nous permettent justement d'avoir une belle connaissance du territoire que nous habitons. Puis ça, je trouvais ça super riche. Ça, pour moi, c'est des outils, justement, qui me sont donnés, que j'apprends, où j'apprends, je me dis, ah oui, ça, ce serait une belle manière justement, de me réconcilier avec puis là, j'aurais pas du tout la prétention de dire que je parlerais super bien cette langue, mais juste de comprendre les termes, parce que chaque rivière, chaque montagne a un nom, par exemple, dans le coin ici, à Sutton, a des noms... Des noms dans l'Estrie, on a des noms qui Magog, même Magog, comprendre d'où ça vient ces mots-là pour qualifier le territoire, pour identifier le territoire, pour mieux l'habiter. Daphné Poirier, vraiment un grand merci pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Merci aussi pour cet ouvrage-là. Je pense que ça prenait du courage pour l'écrire. Mais c'est moi qui vous remercie. Je suis très honorée de vous avoir parlé. Cette semaine, nous recevions Daphné Poirier, autrice de l'essai « Pourquoi je ne suis pas une Indienne » paru en juin 2022 chez Éco-Société. Un immense merci à Daphné Poirier pour cette entrevue. Merci aussi à Valérian Fournier à la régie. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous. Vous voulez en savoir plus sur cet organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples? Visitez sans tarder le www.missioncheznous.com. Merci Catherine Ego. Merci Mathieu Lavigne. Et merci à tous nos auditeurs et auditrices. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, nous vous invitons à tendre l'oreille aux émissions proposées sur les ondes de Radio-VM et de Radio Galilée. À bientôt!